Bonjour à tous. À partir des années 1980 et 90, le théâtre colombien connaît une inflexion qui le rend particulièrement propice à une analyse par le prisme du genre. De plus en plus de femmes accèdent à des métiers qui étaient jusque-là réservés aux hommes. Elles ne sont désormais plus seulement actrices, mais également autrices et metteuses en scène. Cette inflexion est due également au souci de la part des auteurs de cette période de s'éloigner du théâtre militant d'inspiration marxiste qui faisait la notoriété de leurs prédécesseurs et d'explorer de nouvelles problématiques. C'est ainsi, paradoxalement, en s'inscrivant à rebours de ce qui a été appelé le théâtre politico, que la question du genre peut émerger. Le nombre de personnages féminins, jusqu'alors sous-représentés, augmente considérablement. Dans ce contexte où le féminin n'est désormais plus cantonné aux subalternes ou aux particuliers, on pourrait penser que mécaniquement le masculin cesserait d'être le genre non marqué, le genre par défaut, et se verrait sommé de se définir. L'enjeu de ma communication est, en étudiant des pièces de théâtre contemporaines en Colombie, d'interroger les possibilités pour le théâtre de penser les masculinités dans leurs particularités, et non plus en tant que mesure de l'humain. En somme, à mettre à mal l'androcentrisme. Loin de n'être qu'une thématique, on constate que les modalités de représentation de l'homme entrent en corrélation directe et profonde avec toute la structure dramatique. Pour cela, je vais présenter deux auteurs à la fois emblématiques de la scène contemporaine colombienne et représentatifs de deux tendances opposées. La première que j'appelle celle de la crise des masculinités et la seconde qui est celle des masculinités critiques. Le premier de ces deux auteurs est Fabio Rubiano, l'un des pionniers des nouvelles tendances esthétiques qui se développent à partir des années 1990. Son processus créatif est influencé par la création collective qui était la marque de fabrique de ses prédécesseurs. Comme eux, il met l'action et le mouvement au cœur du processus de création. Tout en traitant de sujets d'actualité brûlante, volontiers dérangeants, son théâtre prend ses distances avec le militantisme en adoptant un ton décalé, souvent grotesque, empreint d'humour noir et brouillant les pistes de sens. Son esthétique est travaillée par les motifs de l'animal et du pulsionnel. On trouve conjointement dans ses œuvres une peinture critique de la férocité humaine et en même temps l'ode à une forme de brutalité nonchalante, à une sincérité qui viendrait du ventre. Il est également considéré comme l'un des représentants des premières manifestations du théâtre post-dramatique en Colombie, notamment pour sa tendance à faire éclater le personnage en plusieurs entités. Et cette tendance prend une inflexion particulière concernant les personnages masculins. Dans ses pièces les plus anciennes, l'éclatement prend la forme d'une duplication du personnage. Dans Maria Estrés, l'histoire d'amour entre Efraín et Maria est portée par 6 personnages, Efraín 1, 2, 3 et Maria 1, 2, 3. De même, dans Amores Simultáneos, de nombreux indices suggèrent que les différentes entités masculines et féminines pourraient bien n'être que la version diffractée d'un même personnage. Dans Amores Simultáneos, qui prend la forme d'un jeu de thèmes et variations autour des thématiques de l'amour et du viol, le personnage de Joven est fleur bleue, timide, peu entreprenant, alors que celui de Señor est un violeur et un assassin. De nombreux indices disséminés suggèrent qu'en réalité ils ne font qu'un, et l'un des points culminants de la pièce est le monologue final, où les deux entités masculines confessent à l'unisson leur culpabilité dans un texte disloqué, fragmenté. Dans ses pièces suivantes, l'esthétique du personnage éclaté évolue et prend logiquement la forme, opposée et complémentaire, d'entités rapiécées, faites de fragments disparates. Cette fusion entre le jeune homme et l'homme, entre l'innocent et le criminel, se stabilise alors en une figure désormais récurrente dans l'œuvre de Rubiano, celle du despote bipolaire. Il s'agit d'une figure fracturée qui contient à la fois le coupable et l'innocent. Cette jonction des deux entités se retrouve par exemple dans le personnage de Judas dans la Penúltima Escena, l'incarnation de cette figure salie en quête de rédemption. Soy un traidor, eres un apóstol. On retrouve ensuite cette figure dans Mosca, une réécriture parodique de Titus Andronicus, où le personnage de Titus alterne compulsivement entre la violence froide et les larmes. On retrouve le despote bipolaire également dans Pinocho y Frankenstein le tienen miedo à Harrison Ford, où, de même que Titus, le tyran n'a de cesse d'alterner entre des actes de cruauté froide et des sursauts de remords et de larmes. Vous pouvez en voir un exemple dans l'extrait suivant. ¡Tina! ¡Me interrumpes de nuevo y quiebras el reglamento! ¡No, no me pidas perdón! ¡Dame alegrías! ¡No! Silencio.
golpeé, mi mano te golpeó, Tina. ¿Perdonas mi mano, Tina? Tout se passe comme si le tyran avait avalé le héros romantique et était hanté par cette innocence perdue. Cette fusion entre le héros et le prédateur est en réalité éminemment classique. Elle est par exemple au principe de l'Oedipe de Sophocle. Le renouveau de Fabio Rubiano consiste à lier étroitement sa version esperpentica du héros tragique à l'exercice de sa masculinité. C'est en effet la lecture à laquelle nous invite la distribution des personnages, puisque les victimes de la tyrannie et ou celles qui s'érigent contre elles sont presque toujours des femmes, mais c'est également la lecture à laquelle nous invite l'apparition, à partir des années 2000, d'un nouveau motif récurrent, celui d'une homosexualité refoulée ou d'une secrète aspiration à la féminité de la part du tyran. L'assassin de Soy asesino y padre de familia est homosexuel, de même que Demetrio dans Mosca. Le père tyrannique de El Natalicio de Schumann se travestit en cachette, tandis que le terrible savant fou de Pinocchio et Frankenstein rêve secrètement d'être maman. La dualité monstrueuse du tyran, chez Rubiano, est, à partir des années 2000, associée à une masculinité fracturée, rendue psychotique par l'interdiction du féminin, ce que j'ai appelé le problème de l'impossible gynago. L'effet politique et esthétique de cet élan contrarié vers l'homosexualité ou vers le féminin est très ambigu pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici. En revanche, je vais prendre le temps de revenir ici sur cette modalité de représentation tragique des mutations contemporaines du masculin, c'est-à-dire cette tension entre le coupable et l'innocent. Chez Rubiano, il y a effectivement un projet d'exhiber les craquelures d'une masculinité trop monolithique. Pourtant, cette modalité tragique rencontre plusieurs limites. La première est qu'elle a systématiquement tendance à faire glisser la figure du statut de bourreau à celui de victime. Cette tendance récurrente a déjà été démontrée au cinéma, et ici le théâtre de Fabio Rubiano n'y échappe pas. Ce personnage récurrent de ses œuvres est en quête viscérale de rédemption, et ce glissement est très visible par exemple dans Labio del Liebre, où un ancien paramilitaire rongé par le remords se voit refuser le pardon. Cette tendance serait peut-être moins problématique si elle n'était pas aussi fréquente, et j'ai pu constater dans mes recherches que Fabio Rubiano est loin d'être une exception. Dans un souci de donner de la profondeur à l'antagoniste, de ne pas le rendre trop monolithique, dans un très grand nombre d'œuvres théâtrales et audiovisuelles, on passe systématiquement du monstre à l'homme en quête de rédemption, du coupable à l'innocent, de Polanski à Dreyfus. La seconde limite avec cette modalité de représentation est qu'en proposant simplement de perpétuer le paradigme du héros tragique, il ne permet pas de déjouer l'androcentrisme. Et c'est là qu'on touche à une difficulté particulière que pose un traitement critique des masculinités dans l'art, leur tendance à l'hypertrophie et à la neutralisation. En effet, comment appréhender une question présente partout, visible nulle part, pour reprendre les mots de Flaubert concernant l'auteur? Ma conclusion partielle est qu'il n'est pas possible de penser les masculinités au sens de les appréhender comme une catégorie particulière sans mettre en place des stratégies de décentrement. Aborder, questionner cette thématique tout en la décentrant, tel est le fertile paradoxe auquel doit faire face toute tentative de traitement critique des masculinités. Chez Rubiano, la masculinité fracturée du tyran occupe une place prépondérante et centrale dans la plupart de ses œuvres, au niveau diégétique, esthétique et sentimental. Il a tout d'abord une centralité diégétique, puisqu'il incarne le pouvoir auquel doivent faire face les autres personnages, conditionnant ainsi tout le déroulement de l'action. Esthétique, car il s'intègre parfaitement à l'univers de l'auteur, puisque cette énergie pulsionnelle et animale typique de l'esthétique de Rubiano est au principe même du personnage du tyran. Enfin, il a également une prépondérance sentimentale. Le regret de la disparition du héros, la quête d'unité et de rédemption qui en découle, font de lui le personnage le plus souvent empreint de lyrisme. Toutes ces prérogatives contribuent au fait que la masculinité de la figure a de très fortes chances d'être neutralisée dans ses effets, du fait qu'elle entre en continuité avec le héros tragique. Et c'est ainsi que je définis l'androcentrisme, par une combinaison de prérogatives diégétiques, esthétiques et sentimentales, c'est-à-dire une hypertrophie, et la neutralisation qui en découle. Ainsi, malgré le fait que les personnages masculins de Rubiano ont clairement vocation à questionner les mutations contemporaines des masculinités, il semblerait que cantonner la problématique à une appréhension individuelle, ontologique, soit peu propice pour remettre en cause le caractère essentiel du genre.
Cela fait pencher ce théâtre vers la première des deux polarités, celle de la crise de la masculinité, c'est-à-dire comme une crise identitaire, où toute tension vers le changement est présentée comme une féminisation trop difficilement surmontable. Cette impossibilité est cause de souffrance et implique un horizon moral, de condamnation ou de rédemption de la part du lecteur-spectateur. Comment donc traiter des masculinités tout en les décentrant et sans verser vers une appréhension ontologique ? Il semblerait que l'une des réponses les plus prometteuses se trouve dans un type de dramaturgie que j'ai appelé interstitielle, dont l'un des exemples les plus frappants est le travail d'Ana María Vallejo. Cette autrice est originaire de Medellín, si bien que son écriture s'inscrit dans d'autres héritages que ceux de la capitale. Plus que la création collective, c'est surtout l'expressionnisme de José Manuel Freidel, par exemple, que l'on retrouve dans son univers, à travers la subjectivation du personnage, le traitement de la folie et du rêve, ou encore le privilège accordé à la fonction poétique du langage. L'une de ses spécificités est, à rebours des tendances actuelles, une importance particulière accordée au texte, dans sa dimension littéraire. Pourtant, en tant que femme de théâtre, il ne s'agit pas pour elle de réinvestir une concurrence dépassée entre la scène et le texte. Elle envisage la notion dans une acception large, pouvant inclure les écritures du corps. Ainsi, bien qu'elle travaille avec un matériau littéraire, le texte est profondément empreint de sensorialité et informé par le travail de plateau. Ses motifs de prédilection sont la tension entre le voyage et l'intime, entre l'autre et le familier, ce qui la conduisent à explorer aussi bien des thématiques tragiques de l'histoire colombienne que des problématiques existentielles et quotidiennes. Ce qui m'intéresse ici tout particulièrement chez elle est le traitement particulier qu'elle accorde à l'espace interpersonnage, au sein d'une dramaturgie que l'on pourrait qualifier de cartographique. C'est en cela qu'elle est emblématique des écritures interstitielles, qui représentent un vrai défi pour l'androcentrisme. Lorsque je parle d'écriture interstitielle, c'est en référence au type d'esthétique auquel Homi Bhabha rend hommage dans Les lieux de la culture, un modèle régulièrement mis en avant dans les études postcoloniales. L'interstice est envisagé comme un nouvel espace de réflexion critique et politique, en lien profond avec les notions de frontières et d'identité. L'enjeu est de penser l'interstice non pas comme un non-lieu, mais au contraire comme un espace habitable, où les limites culturelles deviennent poreuses, où les sujets se configurent par l'interaction et l'articulation. Concrètement, une dramaturgie interstitielle est fondée sur un décentrement du regard et un rapport particulier à l'altérité. La perspective n'est plus unique et neutre, elle est identifiée et inscrite dans un réseau. Elle est en cela à même non seulement de mettre en branle l'androcentrisme, mais également toute portée totalisatrice. Plusieurs œuvres contemporaines peuvent être considérées comme tendant vers cette polarité interstitielle, mais l'une des œuvres les plus emblématiques de cette tendance, selon moi, est Magnolia perdida en sueños d'Ana María Vallejo. La pièce se fonde sur un élan décentralisateur et pluriperspectiviste, et l'interstice peut, à plus d'un titre, être considéré comme le génome de toute la structure dramatique. L'action se déroule au tournant des années 1990 à Medellín, soit l'âge d'or du narcotrafic, alors que le niveau de violence quotidienne atteint des niveaux insoutenables. Magnolia vient de tomber dans le coma, si bien que sa famille, ses amis et ses voisins se rassemblent à son chevet. Toute une galerie de personnages et de situations contribue alors à faire une fresque intime et quotidienne de cette période de l'histoire. Les soliloques oniriques de Magnolia, depuis le coma, alternent avec les tracas et dilemmes des personnes qui tournent autour d'elle. Si la violence est quotidienne, elle ne sera que très peu présentée aux yeux du spectateur. L'action, de même que la vie de Magnolia, est comme suspendue, en léthargie dans un entre-deux. La scène devient un espace où elle se cristallise pour mieux permettre de présenter une circulation des regards. Régulièrement, le temps se dilate pour offrir une véritable cartographie des perceptions. Ce principe est récurrent à toutes les échelles. À titre d'exemple, dans la scène 3, Los Vecinos, on assiste tout d'abord à un dialogue au chevet de Magnolia entre différents amis, puis on passe à la rue où discutent 3 mariachis, et enfin, on plonge dans un espace autre, celui d'un homme du voisinage, El Gordo, qui raconte l'agression dont il a été victime. Or, cette circulation fonctionne toujours comme un passage de témoin. La séquence des mariachis est convoquée par le regard d'un des amis présents au chevet de Magnolia, Léon. Léon est allé sur le balcon et voit les mariachis dans la rue. Le retour à la salle s'effectue parce que les mariachis mentionnent le garçon sur le balcon qui vient de disparaître.
Ensuite, le passage à la perspective de El Gordo est convoqué par la parole d'un autre personnage qui évoque le souvenir de celui-ci à l'hôpital. Le passage de témoin à la faveur d'un regard ou de l'évocation d'un souvenir permet ainsi la circulation des perspectives au sein d'un temps qui se trouve cristallisé. Mais l'enjeu politique d'une perspective interstitielle n'est pas seulement la choralité. Il s'agit plus que de polyphonie, peut-être plus que de dialogisme également. Il s'agit d'offrir une diversité sociale à différents points de vue, de leur offrir une égalité d'investissement esthétique et notamment de mettre en lumière les perspectives minoritaires. La pièce accorde par exemple un espace tout particulier à l'expérience des femmes contraintes au déplacement, notamment lorsqu'elles sont mères célibataires. Pour autant, la dramaturgie interstitielle ne signifie pas de gommer le point de vue depuis lequel la pièce est inscrite. Le décentrement ne consiste pas à nier sa propre perspective. Au contraire, il s'agit de l'identifier, de l'inscrire dans un réseau et d'en poser les limites structurelles. À ce niveau, le personnage de Mariana, qui est le plus empreint d'autobiographie, a un statut particulier dans la pièce qui peut se retrouver par exemple dans le lyrisme de sa parlure et parfois une légère prérogative accordée à son regard. Cette perspective à la localisation assumée est néanmoins compensée par l'investissement esthétique tout particulier accordé à chaque personnage, y compris au personnage masculin. Ainsi, l'un des climax de la pièce est la mort tragique de Juan, le guerriero, sur scène. L'une des voix les plus singulières est celle de Pablo, que vous pouvez voir en haut de cette diapositive. Sa parlure, de plus en plus obscure et poétique, indique le basculement du personnage dans la folie. La pièce dépeint également les contraintes spécifiques de l'époque liées au contexte de Medellín et aux normes de masculinité traditionnelles, notamment à travers le personnage de Diego. Diego doit subvenir aux besoins de sa compagne enceinte, Lia. Il se trouve ainsi contraint, pour faire fortune, d'émigrer aux États-Unis s'il veut pouvoir rivaliser avec les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants, en effet, gravitent autour de Lia et sont bien plus susceptibles de garantir sa sécurité économique. En cela, reclasser les masculinités signifie paradoxalement, chez Ana María Vallejo, accorder une place littéralement particulière aux problématiques qui y touchent, contribuant ainsi à parasiter la neutralisation. Il s'agit de les décentrer tout en les investissant esthétiquement en profondeur. L'écriture interstitielle fait du genre et de toute position sociale une question moins ontologique que relationnelle, ce qui permet un renversement délicat de toute vision totalisatrice. C'est cette méfiance envers l'hubris du point zéro qui me conduisent à faire l'hypothèse que ce type d'écriture pourrait être l'une des applications possibles d'un théâtre transmoderne, proche de l'utopie dessinée par les philosophes du tournant décolonial. Ce théâtre, informé par les problématiques qui ont mis en crise la forme dramatique, ne se caractérise cependant pas tant par une remise en cause systématique des éléments formels traditionnels, à l'instar du théâtre post-dramatique, que par une structure profondément nourrie par les préoccupations décoloniales et féministes. Peut-être que l'un des aboutissements ultimes de cet élan serait une écriture à plusieurs mains, c'est-à-dire une redéfinition profonde de l'autorialité. Or, c'est à ce jeu que s'est prêté Ana María Vallejo dans l'une de ses plus récentes œuvres, Pies Moreno sobre Piedras de Sal. J'ai pu trouver d'autres exemples d'écriture que je qualifie d'interstitielle. Néanmoins, le premier paradigme, celui de la masculinité comme crise ontologique et tragique, est surreprésenté dans la production contemporaine hégémonique. Cela montre non pas un effritement de l'androcentrisme, mais au contraire sa profonde résilience, puisqu'il peut continuer de prospérer dans le travail d'auteur à l'éthos féministe et dans des œuvres qui sont en profonde concordance avec les tendances saluées par les normes académiques contemporaines. Par ailleurs, il ne suffit pas de déconstruire les catégories du drame pour remettre profondément en cause le logocentrisme. Passer du paradigme de la crise des masculinités à celui des masculinités critiques, comme tout traitement des relations de pouvoir, implique en effet de glisser de l'ontologie vers le relationnel, ce en quoi il me semble difficile à opérer exclusivement au sein du naufrage interactionnel du théâtre post-dramatique. En cela, un autre type de théâtre mérite notre attention, un théâtre pas réfractaire au texte, au storytelling, à la représentation, mais pas moderne pour autant, car informé de et par son histoire, proposant d'autres pistes pour la remise en cause des vues totalisatrices, notamment des espaces ménagés aux paroles autres et des initiatives d'autorialité collective. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous prie de m'excuser pour les maladresses dues à ce nouveau format de communication avec lequel je débute et j'attends avec impatience vos remarques et questions.